le traité constitutif dispose que lorsqu'une organisation internationale prend la décision, les États se plient au respect de cette décision. Ça veut dire que c'est l'État lui-même qui s'est engagé à respecter. Le jour où l'État va se sentir biaisé ou lésé, il va tout simplement se retirer et les décisions de cette organisation ne s'appliqueraient plus à lui. Bonsoir et bienvenue au podcast des juristes, le premier podcast animé par des juristes congolais. Ce soir, nous recevons M. Franck Léandre Bazola, coordonnateur du pôle juridique du Cercle des réflexions Agora, pour échanger sur la distinction qui existe entre un État et une organisation internationale. C'est du droit international public que nous allons parler ce soir. On se retrouve juste après le générique. Un État n'est pas une organisation internationale. Une organisation internationale n'est pas un État. La distinction entre ces deux notions nous sera faite ce soir par notre invité. Mais avant, je tiens à signaler que cette vidéo est sponsorisée par la Croix-Bleue congolaise, qui est une association qui lutte contre la toxicomanie, la consommation abusive d'alcool et d'autres dépendances. Si vous fumez, buvez ou sniffez, vous pouvez contacter en toute confidentialité la Croix-Bleue congolaise afin qu'elle s'occupe de vous. Le mieux dans tout ça, c'est que c'est totalement gratuit. N'hésitez pas, contactez la Croix-Bleue congolaise. Alors nous nous plongeons directement dans notre émission. Comme je l'ai dit ci-devant, que nous avons un invité, le coordonnateur du pôle juridique du Cercle de réflexion Agora, M. Franck Léandre Bazola. M. Franck Léandre Bazola, bonsoir. Bonsoir Herman. Comment est-ce que vous allez ? Très bien, merci. Et de votre côté? Non, ça va. Nous allons directement commencer avec notre émission. Vous êtes coordonnateur du pôle juridique Agora. Quel est votre rôle, quelle est votre fonction concrètement dans le pôle juridique du Cercle de réflexion Agora? Alors, merci pour la question, Herman. Je suis Franck Léandre Bazola, je suis juriste spécialisé en relations internationales et dans mes activités associatives, je suis effectivement membre du cercle de réflexion Agora, qui est un cercle qui se veut être un pôle qui va proposer aux décideurs des pistes de réflexion et dans des domaines variés tels que les relations internationales, l'économie et la diplomatie et bien d'autres. Okay. Et donc, comme vous l'avez su bien le dire, je suis coordonnateur du pôle juridique au cercle de réflexion Agora. Ma mission, pour l'essentiel, consiste à programmer des sujets de réflexion que nous déroulons d'ailleurs tous les samedis et proposer également des programmes de conférences que nous faisons généralement chaque trimestre, voire après 4 mois. Okay. Voilà. Donc je suis là, je coordonne tout le service juridique du cercle de réflexion Agora. Je coordonne allant de la programmation jusqu'aux négociations des contrats mettant en exergue le cercle de réflexion Agora. Merci beaucoup. Ben voilà, on commence tout de suite. Il y a une question qui vient rapidement, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'un État en droit international ? Alors, sous réserve de la définition qui est apportée en droit constitutionnel, une définition qui est basée sur la structuration de l'État, c'est-à-dire le territoire, la population et un gouvernement souverain, l'État en droit international peut être défini comme étant un sujet de droit international à plénitude de compétences. Un sujet de droit international à plénitude de compétences, c'est la définition de l'État du point de vue international. Donc c'est un sujet de droit international, c'est le mot qui attire mon attention. C'est quoi donc un sujet de droit international ? Un sujet de droit international, tout comme un droit interne, c'est une personne qui a des droits et des obligations. Sauf que avec les États, ça se passe à l'échelle internationale. Donc les États, dans leurs relations entre eux, mais aussi avec les organisations internationales, seront amenés à avoir des privilèges, mais seront aussi amenés à être obligés ou être soumis à des obligations. Donc, c'est qu'un sujet de droit international. Un sujet de droit international, c'est une personne qui a des droits et est soumise à des obligations. Ah, je comprends tout de suite parce que quand on fait un parallélisme avec le droit interne, quand on arrive au niveau interne, nous savons qu'il y a beaucoup de sortes de personnes
qui sont à la fois soumises aux obligations et qui sont titulaires des droits. Nous avons par exemple des associations dans le domaine privé, nous avons par exemple, on va dire, des collectivités territoriales dans le domaine public, nous avons des individus et donc des êtres de chair et de sang, mais est-ce que les États, en tant que sujets de droit international, sont les uniques personnes ou les uniques sujets du droit international? Alors, aujourd'hui, non. Il n'y a pas que les États comme sujet de droit international. Il existe d'autres sujets de droit international. Nous avons les organisations internationales qui sont aussi sujets de droit international. Ok, donc vous avez cité deux sortes de sujets de droit international. Vous avez dit les États, et puis en fonction de la question que je vous ai posée tout à l'heure, vous nous avez ressorti l'expression organisation internationale. Mais avant de nous dire ce que c'est une organisation internationale, j'aimerais avoir le cœur net sur les sujets de droit international. Est-ce qu'il y a que les États et les organisations internationales comme sujets de droit international? N'existe-t-il pas d'autres sujets de droit international? Alors, selon le droit international, donc le droit contraignant, donc les textes, l'ordonnancement juridique international, il n'existe que deux sujets de droit international, en l'occurrence les États et les organisations internationales. Mais dans la doctrine, depuis le XXe siècle, on constate l'apparition d'autres acteurs majeurs dans les relations internationales. Nous avons l'individu, l'être humain, la personne physique, et nous avons également les multinationales, les organisations non gouvernementales internationales et bien d'autres associations. Et donc, ce débat est encore discuté au sein de la doctrine. Et jusque-là, ces personnes, ces autres acteurs dont j'ai cité, ne sont pas considérés comme étant des sujets de droit international. Bon, ok, c'est très pratique ce que vous dites et ça tombe bien puisque nous sommes au siège de la Croix-Bleue congolaise. La Croix-Bleue congolaise, disons la représentation internationale de la Croix-Bleue, qui est la Croix-Bleue internationale, c'est une association, on va appeler ça comme ça, mais au niveau international, qui se retrouve au sein des États. Est-ce qu'on peut dire que la Croix-Bleue internationale fait partie des acteurs que vous avez cités? Est-ce qu'on peut classer la Croix-Bleue parmi les associations que vous avez citées comme acteurs du droit international? Effectivement, comme je l'ai dit, les ONG ou encore des associations qui se sont implantées un peu partout dans le monde sont considérées comme des acteurs. Pourquoi? Parce que vous savez, les États parfois font appel à ces organismes pour pouvoir débattre des sujets qui sont très sensibles. Vous avez cité votre organisme. Je pourrais vous citer également le mouvement international de la Croix-Rouge, le mouvement de la Croix-Rouge. Ah oui. Vous voyez que la Croix-Rouge, en principe, c'est pas une organisation internationale. Il n'y a pas une convention instituant le CICR, c'est-à-dire le Comité international de la Croix-Rouge, où ce sont les États qui disent « je suis membre du CICR ». Non, c'est une ONG, on va le dire comme ça, c'est une ONG ou une association internationale qui invite les États à traiter de tout ce qui est lié au droit international humanitaire. Et donc, avec l'impulsion du CICR, les États ont conclu en 1949 4 conventions régissant le droit international humanitaire. Donc, vous voyez que ces associations sont des acteurs majeurs dans le développement, dans la consécration du droit international. Ce qui fait que ce sont des acteurs. Mais pour autant, donc ces associations ou ces ONG ne sont pas encore considérées comme sujets de droit international. Donc, simplement acteurs. Donc, l'image que vous avez prise tout à l'heure, c'est l'image de la Croix-Bleue, la Croix-Rouge, autant pour moi, la Croix-Rouge qui, un peu partout, on retrouve même pendant le conflit en Ukraine et même d'ailleurs tout récemment en Palestine, nous voyons la Croix-Rouge intervenir et donc c'est vraiment un acteur comme vous l'avez dit, donc c'est pas un sujet mais c'est plutôt un acteur du droit international. Et je reviens un peu en arrière, vous avez souligné l'expression organisation internationale. Qu'est-ce donc une organisation internationale? Une organisation internationale, encore appelée association d'États, c'est ici une création juridique qui naît de la volonté des États à atteindre un idéal commun. Et cette volonté est manifestée dans un accord international qu'on appelle, d'une manière générale, un traité. Et comme je l'ai dit, cette organisation est créée dans le but d'atteindre un objectif bien précis en vertu du principe de spécialité. Une organisation internationale, c'est donc la volonté des États. Les États décident de se mettre ensemble par le biais d'un document qu'on appelle traité
pour donner une spécificité à celle-ci, cette organisation ou cet organisme international. Donc c'est ça une organisation C'est ça une internationale. organisation internationale. Mais est-ce qu'il y a une distinction entre une organisation internationale et une organisation non gouvernementale? Justement, il y a une distinction juridique entre une organisation internationale et une organisation non gouvernementale. Déjà, il faut savoir qu'une organisation internationale, dans un contexte stricto sensu, est un sujet de droit international. Oui, Mais vous avez une dit. organisation non gouvernementale n'est pas un sujet de droit international. Un autre élément qui nous permettrait effectivement de comprendre la distinction entre ces deux types d'organismes, vous avez l'organisation internationale est un sujet de droit public, alors que une ONG est un sujet de droit privé. C'est ça la flagrance en matière juridique dans la distinction entre une organisation internationale et une organisation non gouvernementale. Mais en fonction des missions, puisque vous avez dit que l'organisation internationale est régie par le principe de spécialité. On doit la créer par le biais d'un traité qui est acte fondateur donc d'organisation internationale pour un objectif bien précis, pour une mission précise. Mais le pendant de l'organisation non gouvernementale, on va dire quoi? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même vision? Puisque vous avez dit que l'organisation internationale est une personne de droit public et qu'une organisation non gouvernementale est une personne de droit privé, mais donc, concrètement, dans leur mission, est-ce qu'il y a une distinction? Est-ce qu'une organisation non gouvernementale aussi est vouée ou qui est attachée au principe de spécialité? Oui, essayez de répondre parce que j'arrive pas à bien comprendre. En fonction de leur mission, ils peuvent avoir des mêmes missions et il se pourrait qu'il y ait des missions qui concordent. Oui. Parce que il faut savoir que il y a plusieurs catégories d'organisations internationales. Ok. Et les organisations internationales sont identifiées en fonction de quelques critères que je peux citer, le critère de vocation, de finalité, par exemple. Et donc, en fonction du critère, eh bien, on pourrait associer les missions de certaines organisations internationales dans le contexte des organes spécialisés de l'ONU. Vous avez des missions bien spécifiques. Vous avez par exemple le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il y a également des associations internationales ou des ONG internationales qui œuvrent également pour la protection des droits humains. Vous avez Human Rights. Vous voyez que on pourrait dire que les deux organismes ont les mêmes missions. Sauf que Human Rights, c'est une ONG. Elle est nationalisée. Alors que le Haut Commissariat, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains n'est pas nationalisé. Ça n'appartient pas à un État quelconque. Ça appartient à tous les États. En revanche, Human Rights a un siège social. Donc, ça veut dire que c'est nationalisé. Human Rights appartient à un État quelconque. Donc on peut dire que la grande distinction, c'est en termes de nationalité. Donc une organisation non gouvernementale appartient à un État, alors qu'une organisation internationale n'appartient pas à un État. Elle appartient donc à tous les États qui sont partis à cette organisation. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Alors, j'ai lu quelque part une expression, on dit que les États sont souverains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expression souveraineté des États? Ça veut dire quoi? Eh oui, très bien, merci. Alors, il faut noter que dans les relations internationales, il y a un principe fondateur, un principe majeur qui régit ces relations entre les États, c'est le principe de l'égalité souveraine des États. Et donc, la notion de la souveraineté. Alors, qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Eh bien, Max Huber, dans l'affaire de l'île de Palme, en 1928, c'est une affaire qui opposait les USA aux Pays-Bas. Max Huber, qui était donc le juge-arbitre de cette affaire, affirmait, je cite, « La souveraineté signifie l'indépendance. L'indépendance relativement à une partie du globe, le droit d'y exercer à l'exclusion de tout autre des compétences pleines. » En gros, si je peux emprunter les paroles ou les mots de Max Huber, la souveraineté, c'est l'indépendance. Ça veut dire quoi, la souveraineté? C'est la capacité qu'a un État de pouvoir prendre des décisions dans une partie du globe terrestre où cet État, effectivement, va manifester sa compétence qui est pleine.
et sans qu'il y ait aucune injonction d'un autre État. C'est ce qui fait la souveraineté d'un État. Donc si on comprend concrètement, puisque vous avez dit une partie du globe, et on sait qu'en droit interne, notamment en droit constitutionnel, on dit que l'État est constitué de 3 parties, de 3 éléments constitutifs, un territoire, une population, plus un gouvernement souverain. Vous avez dit une partie du globe. Or, nous savons que le territoire, c'est une partie du globe, n'est-ce pas? Oui. Donc l'État, autrement dit, dans la souveraineté, l'État a donc la plénitude de compétences sur son territoire, l'étendue de son territoire. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour cette compréhension. Une autre question arrive, c'est celle de savoir, est-ce qu'une organisation internationale peut être souveraine? Alors, je puis tout de suite vous dire que non, une organisation internationale ne devrait pas ou ne peut pas être souveraine parce que la souveraineté, comme je vous l'ai dit, désigne ici la faculté de pouvoir imposer ses règles dans un territoire donné. Oui. Alors, 2 éléments peuvent nous expliquer pourquoi est-ce qu'une organisation internationale ne peut pas être souveraine. Eh bien, parce que déjà, une organisation internationale n'est pas un État. Ah. Parce que c'est l'État qui crée l'organisation internationale. Oui. Une organisation internationale naît de la volonté des États. Ou des États, pardon. Voilà. Et donc, l'État a un territoire, alors que une organisation internationale, en principe, n'a pas de territoire. Il n'en a pas. Il n'en a pas du tout. Et donc, sur quel territoire elle pourra donc exercer sa souveraineté? Déjà, elle n'en a pas. Et deuxièmement, le second élément qui nous permettra ici de comprendre ou de dire pourquoi est-ce qu'une organisation internationale ne devrait pas devenir souveraine, mais c'est parce que une organisation internationale, lorsqu'elle est créée dans un but spécifique. Dès lors que le but est atteint, l'organisation devrait disparaître. Ah. C'est ce qu'on appelle par une compétence d'attribution, donc selon le principe de spécialité. D'accord, merci, mais vous avez quelque chose de très intéressant dans tout ce que vous venez de dire. Vous venez de dire qu'en réalité, une organisation internationale n'a pas de territoire. Mais cette organisation internationale est créée par des États qui ont signé un traité international, traité donc de création d'une organisation internationale. Mais ne peut-on pas dire que l'ensemble des territoires des États membres de cette organisation internationale ne constitue-t-il pas en réalité le territoire de l'organisation internationale pour y exercer sa souveraineté? Oui, justement, on pourrait vous le concéder. On pourrait vous dire que tous les territoires je vais le dire comme ça, des États membres des Nations Unies sont des territoires des Nations Unies. Oui. De façon factuelle, l'on pourrait dire oui, mais sauf que l'institution même des Nations Unies est instaurée selon la volonté des États. Ça veut dire que si les États décidaient aujourd'hui de faire disparaître l'Organisation des Nations Unies, eh bien, elle disparaîtrait. Voilà pourquoi j'ai dit qu'une organisation internationale ne peut pas devenir souveraine. Ça veut dire il y a il y a tout un processus à suivre. Ça veut dire que les États devraient renoncer totalement à leur souveraineté et totalement pour confier cette souveraineté à une organisation internationale qui cette fois-ci ne serait plus une organisation internationale, mais ce serait un État. Ah, quel processus. Bon, il y a une question encore qui vient tout naturellement, c'est celle de savoir est-ce qu'un État ou les États peuvent librement sortir d'une organisation internationale? Un État membre, bien entendu. Bien sûr. Alors, plusieurs traités ont consacré cela. Déjà, il faut savoir qu'un État peut librement se retirer d'un traité qu'il a signé. Pourquoi? Mais en principe, en vertu de la notion de souveraineté. C'est une notion aujourd'hui qui fait grincer beaucoup de dents parce que pour certains, ils considèrent que la notion de souveraineté fait à ce qu'aujourd'hui le droit international ne puisse pas être effectivement effectif, permettez la redondance. Okay, y a pas de Et il y souci. en a qui disent que c'est justement ce qui fait la force d'un État, c'est sa souveraineté. Et donc, puisque vous êtes souverain, on ne peut pas vous soumettre à quelque chose. Donc, vous décidez de ce que vous pouvez faire ou pas, et à n'importe quel moment. Donc, au nom de sa souveraineté, un État peut très bien se retirer de façon unilatérale d'une organisation internationale, pour ne pas dire d'un traité qu'il aurait signé bien avant. Alors, dans votre développement précédent, vous avez soulevé quelque chose de très intéressant. Dans le processus que vous avez démontré tout à l'heure,
qu'une organisation internationale, dès qu'elle remplit sa mission, elle est vouée normalement à disparaître. Et puis vous avez soulevé quelque chose de très intéressant. Vous avez soulevé le basculement d'une organisation internationale en un État. Et la question qui vient naturellement, c'est celle de savoir, est-ce qu'une organisation internationale concrètement peut devenir un État un jour? Ce qui est vrai, jusque-là, je pense que c'est jamais arrivé. Hein. Ok. Jusque-là, c'est jamais arrivé. Pour de l'histoire, j'ai jamais vu. C'est pas encore arrivé. Mais je pense que oui. Ah bon? Oui, je le pense, pas parce que je suis fanatique ou quoi, mais en fonction du droit international, c'est possible. C'est possible. C'est simple, il suffit que les États passent par un référendum. Ah, Si vous êtes membre d'une organisation internationale, imaginez-vous qu'il y a une organisation internationale telle que la CEMAC. Je prends l'exemple de la CEMAC, qui a 6 États. mhm. Et si les gouvernants de ces 6 États décidaient de faire un référendum dans chaque État pour désigner la CEMAC comme étant un seul État, eh bien la CEMAC quitterait du statut d'organisation internationale au statut d'État. D'État. Il suffit que les populations de ces États Mhm. adhèrent à cette idée. Et donc la CEMAC deviendra un État qu'on Si, appellerait. ok, bon, si la CEMAC devient un jour un État, peut-être c'est une suggestion, si la CEMAC devenait un jour un État, de quelle forme s'agirait-il d'État? Unitaire, décentralisé, fédéral? Quelle idée? Ou bien c'est aussi aux décideurs de choisir? Alors là, vous me renvoyez vers des notions de loi constitutionnelle. Ah, ok, Vous voyez pas de problème, vous oui. voyez que là-dessus, c'est toujours le peuple. Alors, bien sûr, si nous continuons à rester dans le modèle de la République, ou de la démocratie, Mhm. vous voyez que ce sera au peuple de décider quel type de régime nous pourrions effectivement adopter dans notre nouvel État. Mhm. Tout dépendra donc de la constitution de cet État CEMAC. Oui. Voilà. Et encore, on demandera donc aux populations Oui. de voter une nouvelle constitution, voire une constitution qui consacrerait soit un régime présidentiel, soit un régime parlementaire, soit une forme d'État unitaire ou une forme d'État fédéral. Mais généralement, je pense que on pencherait beaucoup plus vers le côté fédéral. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes coutumes et tout ça. Et donc, ça va nous prendre du temps. Il va falloir que chaque État essaie de rester dans son coin. Et c'est tout ça, la difficulté d'atteindre aujourd'hui cette intégration économique effective telle qu'au niveau de la zone Union européenne, par exemple. Ok. Alors, nous avons parlé des organisations internationales, nous avons fait la distinction, c'est pas moi, mais c'est vous qui avez fait la distinction entre une organisation internationale plus une ONG. Et là, j'aimerais savoir, il existe combien de sortes, sinon combien de types d'organisations internationales, s'il en existe, bien sûr. Bien sûr, il existe plusieurs types d'organisations internationales. Si l'on faisait la distinction en fonction de la vocation, je vous dirais qu'il existe 2 types d'organisations internationales. Les organisations internationales à vocation universelle et les organisations internationales à vocation régionale. Ok. Et donc, je vais donc faire cette distinction au travers de cet élément, de ce critère de vocation. Alors, les organisations internationales à vocation universelle, telles que les organisations des Nations Unies, sont pour la plupart des organisations de coopération, c'est-à-dire une organisation dans laquelle l'État conserve sa souveraineté et transfère une partie de ses compétences. Les organisations régionales sont généralement des organisations d'intégration. Et ces organisations d'intégration, au départ, sont des organisations d'intégration économique et par la suite ramènent cette intégration-là à un niveau un peu plus élevé. Donc, on va aller d'une intégration économique à une intégration politique. La forme la plus réussie jusqu'à ce jour, c'est l'Union européenne. Voilà. Et donc, vous avez des organisations d'intégration qui sont des organisations dans lesquelles l'État vont céder une partie de leur souveraineté. Et donc, ça sera l'organisation qui va décider à la place des États dans des
matière bien déterminée. Définie. Effectivement. Donc la souveraineté des États est un peu divisée, saucissonnée en quelque sorte, mais l'État conserve quand même sa souveraineté. Justement, et comme je vous l'ai dit, en matière économique, Oui. l'État va transférer sa souveraineté. Ah. Mais en matière politique, chez nous en Afrique, non, les États conservent encore leur souveraineté. En matière de sécurité, par exemple, les États conservent toujours leur souveraineté. Ok. Il y a une expression que j'ai vue quand je faisais une petite recherche. Je suis tombé sur l'expression personnalité juridique internationale. Alors, c'est quoi une personnalité juridique internationale concrètement? La personnalité juridique internationale, c'est une personne qui est sujet de droit international. La personnalité juridique internationale, C'est une personne qui est sujet de droit international. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? La personnalité juridique, nous savons bien évidemment, vous et moi, que la personnalité juridique, c'est l'aptitude à être sujet de droit. Et quand on dit personnalité juridique internationale, c'est l'aptitude à être sujet de droit au niveau international. C'est aussi simple que ça. Donc on peut citer, on peut dire donc que les États, Les les organisations États, les internationales organisations ont une personnalité juridique internationale. Justement. Et donc pour circonscrire un tout petit peu, puisque vous avez dit dans votre développement qu'il n'y a que deux, généralement, sujets de droit international. J'ajoute quelques mots, quelques expressions que vous n'avez pas dénoncées ici. L'expression sujet originaire et l'expression sujet dérivé. Donc, les organisations internationales en tant que sujet dérivé ont une personnalité juridique internationale. Justement. Les États aussi. Oui. Mais exception faite aux acteurs de droit international, c'est ça? Effectivement. Ok, c'était juste une confirmation parce qu'il faudrait que ceux qui nous suivent comprennent un peu ce que nous sommes en train de dire. Justement. Merci et là, si vous permettez, c'est de là que naît le débat dans la doctrine qui consiste à vouloir faire reconnaître aux individus, surtout aux individus, la personnalité juridique. Aujourd'hui, l'être humain, depuis le XXe siècle, est au centre aussi des relations internationales. Vous avez aujourd'hui des personnes physiques qui sont traduites devant des juridictions internationales, telles que la CPI. C'est pas un État qui passe devant la CPI, c'est un individu qui va passer devant la CPI. Donc, c'est un acteur, lui également, et qui on va dire, a beaucoup plus, qui participe beaucoup dans la vie internationale. Et donc, pour certains, il faudrait donc reconnaître la personnalité juridique ou la personnalité juridique internationale des personnes physiques. Ah, wow, c'est compliqué. Mais parce qu'il y a aussi, quand vous dites ça, qu'une personne physique, donc un individu, qui est traduite devant la Cour internationale de justice, plutôt la CPI, la Cour pénale internationale, ça me rappelle l'histoire de Laurent Gbagbo qui avait été traduit devant la CPI, donc la Cour pénale internationale. C'est super intéressant. Une question arrive, c'est la question de savoir est-ce qu'une organisation internationale, concrètement, peut signer un traité, puisque cette organisation est née d'un traité. Est-ce que, en tant qu'organisation, on peut signer des traités? Eh bien, je puis vous répondre oui, tout simplement. Pourquoi? Vous l'avez dit. Je l'ai dit tout à l'heure que la personnalité juridique vous donne des droits, mais vous soumet également à des obligations. Alors, vous devez savoir que lorsqu'une organisation internationale est créée par le biais du traité international, le traité international a une double facette. Le traité international, en premier lieu, c'est une convention. C'est un accord de volonté, donc de plusieurs États qui vont mettre en place, ils vont créer un État. Et dans cet accord de volonté, on voit ce qu'on appelle en droit international par le pacta sunt servanda, c'est-à-dire que la bonne foi, la bonne volonté des États à remplir leurs engagements. Donc ça, c'est le traité en tant qu'accord de volonté. Mais le traité international a une deuxième casquette, c'est une constitution aussi pour l'organisation internationale. Ça lui donne une personnalité juridique, ça lui permet à l'organisation internationale de se défaire un peu de ses créateurs que sont les États. Donc ça donne la possibilité à une organisation internationale d'aller conclure ou d'aller signer d'autres traités avec d'autres organisations. Donc autrement dit, les États qui crée l'organisation internationale crée une personne différente d'eux. Justement. Ce qui fait que l'organisation internationale devient une personne de droit international.
Et en fonction de cette casquette, l'organisation internationale peut donc signer des traités. C'est une information super intéressante. Alors, vous avez dit dans votre développement que les acteurs internationaux, en particulier les individus, peuvent être traduits devant la Cour pénale internationale, donc une juridiction internationale. Moi, il y a une question qui vient, c'est la CIJ, la Cour de justice internationale. Est-ce qu'une organisation internationale peut être traduite devant la Cour internationale de justice? Autrement dit, est-ce qu'on peut traduire une organisation internationale devant une juridiction internationale? Je puis vous répondre déjà par oui. La Cour internationale de justice est un organe principal parmi les 6 que compte l'Organisation des Nations Unies, qui est donc chargé de trancher des litiges mettant en exergue des sujets de droit international. Elle a donc une double compétence, la compétence contentieuse, qui essaie donc de juger les différends qui vont naître entre les États. Elle a aussi une compétence consultative. Donc, on l'a saisie pour des éclaircissements d'ordre juridique. Eh bien, la Cour internationale de justice, par essence, ne connaît que des litiges qui naissent entre des sujets de droit international. Ce qui signifie qu'il y a la possibilité de traduire une organisation internationale devant la Cour internationale de justice. Merci beaucoup. Waouh, quelle démonstration, oui. Il faudrait que cette organisation reconnaisse la compétence de la Cour internationale de justice. Ah, donc la Cour internationale de justice doit se voir reconnaître sa compétence par une organisation internationale pour que celle-ci soit traduite devant elle. Et oui, là aussi, il y a un processus qui est très long. Il y a plusieurs cas qui fait à ce que un sujet de droit international puisse se présenter devant la Cour internationale de justice. Ok, mais merci. Vous avez déjà donné la précision nécessaire pour nous faire comprendre qu'effectivement, une organisation internationale peut être traduite devant une juridiction internationale. Alors, vous dites que les États sont des sujets de droit international, les organisations internationales aussi. Mais qui est le représentant ou quels sont, je ne sais pas si c'est au pluriel, qui ou quels sont les représentants au niveau international des États, mais aussi des organisations internationales? Est-ce qu'ils ont un représentant au niveau international pour représenter par exemple une organisation? Oui, vous devez savoir que dans chaque organisation internationale, il y a les représentants de chaque État membre, partie au traité fondateur de cette institution internationale. Okay. Et ces représentants siègent de façon permanente au niveau de l'institution. Okay. Vous savez, pour le cas des Nations Unies, il y a un représentant du Congo, qui est donc l'ambassadeur du Congo aux Nations Unies. Il siège de façon permanente aux Nations Unies. Et comme je vous l'ai dit tantôt, l'Organisation des Nations Unies est une création des États, mais la créature devient indépendante de son créateur. Okay. Ce qui fait que lorsque une organisation internationale va conclure des traités ou va signer des accords, il va falloir qu'il ait un représentant. Okay. Et dans le cadre du système des Nations Unies, vous avez un secrétaire général des Nations Unies qui représente ici l'ONU et qui engage l'Organisation des Nations Unies dans ce qui concernerait tout ce qui est juridique. Voilà. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui représente ici les Nations Unies. Au niveau de l'Union africaine, vous avez le président de la Commission de l'Union africaine. Ah, super, parce que souvent j'entends sur les grands médias, France 24, bon c'est pas pour faire la publicité, mais les grands médias que nous écoutons, les grands médias français et autres, on entend beaucoup parler du secrétaire général de l'ONU. Souvent, on parle du secrétaire général et donc merci de nous avoir éclairé, de nous faire savoir en réalité que c'est le secrétaire général qui représente ou qui est le représentant international de l'organisation internationale pour le cas de l'ONU. Parce que vous avez spécifié, puisque vous nous avez donné un autre représentant pour le cas de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine. De la Commission de l'Union africaine. Merci beaucoup, M. Franck Léon de Bazola. Alors, il y a une autre question qui arrive, c'est la question de savoir, est-ce que une organisation internationale peut exclure un État membre, par exemple? C'est possible, si les États sont souverains, entre griffes. Effectivement, une organisation internationale a tout à fait le droit d'exclure un membre qui ne respecterait pas ses engagements. D'ailleurs, je vous invite à lire
l'article 6 de la Charte des Nations Unies, pour le cas de l'ONU, bien sûr. Ok. Cet article 6 dispose, je cite, si un membre de l'organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente charte, il peut être exclu de l'organisation. Alors, on comprend par là qu'un membre qui ne remplirait pas ses obligations peut être exclu. Il faut signaler qu'il s'agit là d'une compétence partagée entre l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ok, merci beaucoup pour cette démonstration de nous avoir lu l'article 6 de la Charte des Nations Unies qui effectivement confirme qu'un État peut être exclu d'une organisation internationale dès lors que celui-ci ne respecte pas un certain nombre de conditions que vous avez mentionnées. Alors, il y a une question qui vient tout naturellement. Et est-ce qu'une organisation internationale peut imposer des décisions à un État membre? Alors, je peux tout de suite vous dire oui, mais c'est dans des contextes différents. Vous avez, en ce qui concerne les organisations de coopération telles que je vous l'ai dit, l'une des spécificités avec les organisations de coopération, c'est que généralement, leurs décisions ne sont pas contraignantes. Nous avons le cas, par exemple, des avis ou des recommandations de l'Assemblée l'Assemblée générale des Nations Unies. En revanche, il y a aussi des décisions qui sont prises dans ces types d'organisations de coopération qui ont un caractère contraignant. Vous avez, par exemple, les décisions qui sont prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, le Conseil de sécurité des Nations Unies, par le biais d'une résolution, peut obliger un État à faire ou à ne pas faire. Ça, c'est dans le contexte du système des Nations Unies. Oui, donc des coopérations. Organisation de coopération. Mais si vous arrivez dans les organisations dites d'intégration, eh bien, deux principes majeurs caractérisent ces organisations. Vous avez le principe de la primauté du droit communautaire, d'une part, et vous avez d'autre part le principe de l'effet direct des décisions communautaires. Et donc, dans un contexte d'organisation communautaire ou du droit communautaire, eh bien, les organisations ou l'organisation internationale oblige l'État membre au travers d'une décision, par exemple, ou d'une directive. Ah, décision directive. Merci beaucoup pour cette précision, de nous avoir rappelé qu'effectivement, une organisation internationale, qu'elle soit de coopération ou d'intégration d'ailleurs, peut imposer un certain nombre de décisions aux États membres. Alors, puisqu'un État peut se voir imposer des décisions par une organisation internationale, et une organisation internationale a la possibilité d'exclure un État membre, ne peut-on pas dire qu'une organisation internationale est plus puissante qu'un État? Est-ce que j'ai le droit de donner mon point de vue? Je ne pense pas, mais je vais vous faire une analyse du droit. Okay. Si on se penche sur le droit coutumier et le droit international codifié, l'on ne pourrait pas dire qu'une organisation internationale soit plus puissante qu'un État, parce qu'une organisation internationale est dépourvue de souveraineté, alors qu'un État a la souveraineté. Un État décide de lui-même. Mais l'organisation internationale n'existe que par la volonté des États à vouloir à ce que cette organisation internationale existe. Et donc, une organisation internationale plus puissante qu'un État membre, je ne pense pas, parce que c'est cet État qui a décidé de rester. Ça fait partie de ses obligations. Le traité constitutif dispose que lorsqu'une organisation internationale prend la décision, les États se plient au respect de cette décision. Ça veut dire que c'est l'État lui-même qui s'est engagé à respecter. Le jour où l'État va se sentir biaisé ou lésé, il va tout simplement se retirer et les décisions de cette organisation ne s'appliqueraient plus à lui. Sauf dans le cas extrême de ce qui se passe aux Nations Unies avec le Conseil de paix et de sécurité. Il y a des décisions qui sont prises par le Conseil de paix et de sécurité qui s'appliquent sur des États qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies. Mais merci beaucoup pour cette nuance, merci pour cette précision super intéressante. Donc, une organisation internationale, quelle qu'elle soit, ne peut pas être en réalité plus puissante qu'un État, puisque c'est l'État, ou sinon ce sont les États qui sont à l'origine de cette organisation. La puissance qu'elle a, c'est celle que les États l'ont donnée. Donc si les États décident de retirer leur puissance, eh bien elle tombe, elle n'a plus de puissance, son existence même, elle n'aura plus d'existence même. Vous l'avez dit. Alors c'est super intéressant ce que vous venez de dire, et il y a une dernière question qui arrive à l'esprit, c'est celle de savoir s'il s'agissait de donner en peu de mots la distinction
véritable qui existe entre un État et une organisation internationale. Que diriez-vous? C'est vrai que le sujet de cette émission, c'est la distinction entre un État et une organisation internationale. Mais s'il s'agit de le dire en peu de mots, quelle est cette distinction? J'avoue que ce serait très difficile pour moi de vous donner une distinction en peu de mots. Et je crois que je vais m'efforcer à cet exercice. Oui. S'il faut dire en peu de mots quelle est la distinction entre un État et une organisation internationale, j'aimerais tout simplement vous dire que la différence est que un État, c'est un sujet originaire du droit international Oui. à plénitude de compétences. Donc, c'est à ce titre que Géminet disait que l'État a la compétence de sa compétence. Compétence. Oui. Alors qu'une organisation internationale, c'est un sujet de droit dérivé, c'est-à-dire qui naît de la volonté des États et qui a une compétence d'attribution, c'est-à-dire une compétence limitée en fonction du principe de spécialité. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Franck Léon Bazola, d'être passé sur notre plateau. Vous nous avez honorés pour avoir répondu à notre invitation. Alors, quel est votre mot de la fin pour ceux qui nous suivent? Les mots de la fin, c'est déjà de vous remercier, premièrement, de m'avoir invité, moi personnellement, et au nom d'Agora, que je représente aussi, d'une quelconque manière. Nous vous disons merci de nous avoir associés à cette édition. Je pense que c'est une émission que nous devons, nous, jeunes estudiantins congolais, encourager cette initiative-là et c'est une façon de faire prévaloir également la mayonnaise, comme le dit si bien mon maître que je salue, le maître Olaka. Oui. Voilà, c'est vous dire merci et je pense que au travers de cette émission, nous allons faire valoir ici les méandres de la jeunesse congolaise. Ok, merci beaucoup, merci pour ce mot de la fin. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. On est à la fin de notre émission. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner surtout à cette page pour ne pas rater nos différentes émissions que nous diffusons chaque samedi à 20h30 précise. On se dit à la prochaine. Merci.